Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous avez mon Insta juste ici. Ça, c'est pour vous dire que pour ceux qui sont intéressés par les PDF, vous pouvez les avoir si vous vous abonnez à l'abonnement payant de la chaîne. Il suffit donc de vous abonner à l'abonnement payant, de m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que vous avez rejoint l'abonnement premium, et ensuite je vous inclus dans le groupe WhatsApp où ça vous donne accès, à partir du moment où vous inscrivez, au PDF, au nouveau PDF. Donc vous êtes inscrit sur le groupe. Donc vous êtes inscrit en fait à l'abonnement premium. Ensuite, alors estimation de la vidéo, il y a 29 diapos, donc on va dire que 45 minutes ça sera réglé, ça va pas être très très long. Et en gros aujourd'hui on va parler de prise en charge, on va dire, qui n'ont duré qu'une seule séance. Et le but, c'est pas de vous dire, de vous montrer, oui, voilà, un patient il a mal depuis 10 ans et en une séance c'est réglé. Le but, c'est de vous montrer en fait que les patients ils viennent et qu'il y a plusieurs prises en charge possibles, et il y en a qui peuvent mener au fait d'avoir qu'une seule séance en fonction du contexte. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour comprendre un petit peu ce contexte, moi je vous conseillerais d'aller voir cette vidéo. Alors si vous l'avez pas vue maintenant, vous pouvez aller la voir après. Si vous l'avez vue avant, c'est encore mieux. Où on parle en fait d'être un, alors être un bon kiné entre guillemets 2.0, dans le sens où en gros on compare un petit peu, où on va analyser l'évolution de la kinésithérapie entre la kinésithérapie qui est centrée sur la douleur du patient, avec un patient qui vient avec une douleur, et la kinésithérapie est le kiné qui devrait extraire cette douleur du corps du patient, et une kinésithérapie plutôt axée sur la santé, où on va screener des paramètres comme par exemple le sommeil, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, voilà, tout un tas de choses comme ça. Ça peut être même voir l'environnement au travail, enfin, tout un tas de choses, voilà, où en fait on n'est plus le kiné, la personne qui est là pour retirer la douleur du corps, mais plutôt la personne qui est là pour essayer de voir si on peut améliorer le contexte global de la santé de notre patient. Voilà. C'est un peu ça le thème de cette vidéo. Donc là en fait je vais vous présenter, alors je crois que j'ai sélectionné 6 cas cliniques où en fait il y a eu besoin que d'une seule séance pour finir la prise en charge. Alors je vais commencer avec une prise en charge où là pour le coup vraiment c'est le traitement a été fait en une séance. Voilà. C'est pour donner un exemple, c'est à ça qu'on peut penser quand on dit que les séances se sont finies en une séance, hein. On peut penser qu'on a guéri entre guillemets le patient. Donc là je vais vous présenter un cas comme ça, et les autres vous allez voir c'est à chaque fois des cas différents, le contexte est différent et tout ça. Donc là c'est une patiente en fait qui a 35 ans, qui vient consulter pour des douleurs lombaires. Au bilan, on retrouve une lombalgie non spécifique, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui ressort, en fait, pas de, voilà, on peut par exemple, il n'y a pas de douleur radiculaire ou de radiculopathie, il n'y a pas, même quand on recherche quelque chose qui ressemble à un problème discal, alors il n'y a pas non plus, voilà, on est vraiment sur une lombalgie non spécifique, du moins j'ai pas trouvé le spécifique. Contexte, donc c'est une femme qui vient d'avoir son troisième enfant, il y a quelques temps, mais voilà, donc l'enfant qui fait pas ses nuits, donc avec des nuits courtes pour elle. Elle a peur de ne pas pouvoir assurer avec ses douleurs de dos, surtout qu'elle est jeune, hein, elle a 35 ans, elle dit ouais, moi j'ai 35 ans, comment ça va être plus tard? Sûrement des questions ou des interrogations que vos patients ont déjà eues. Vous avez forcément croisé des patients qui vous ont dit ça, je pense. Et en fait, au bilan de la première séance, ce qu'on a fait, donc, c'est que j'ai bilanté. Et en fait, à la fin du bilan, il n'y avait rien. Donc je dit, bah, c'est plutôt positif. En fait, par exemple, vos nerfs, ils vont bien. Pour moi, votre dos, il va très bien. C'est qu'en ce moment, il est peut-être un peu plus sensible que d'habitude. Mais, on devrait réussir ensemble avec la kinésithérapie. Normalement, sur ce type de douleur-là, on a quand même des très bons résultats, et il y a normalement pas de risque, hein, que vous ne puissiez pas assurer avec vos enfants et la charge que vous avez dans votre quotidien maintenant et plus tard. Et du coup, bah, en partant, en fait, elle m'a dit qu'elle était quand même bien rassurée. Et en fait, je l'ai vu une deuxième fois, donc on pourra dire que je ne l'ai pas traité en une séance, et que du coup ce cas-là n'a rien à faire dans cette vidéo. Mais en fait, la deuxième séance, une semaine plus tard, en fait, on avait vraiment juste fait le bilan et on avait beaucoup parlé pendant la première séance. En fait, elle avait plus aucune douleur. Elle m'a dit, ouais, en fait, vous m'avez complètement rassuré la dernière fois, et depuis, j'ai plus mal.
Donc on en a profité en fait vu qu'il y avait un objectif de reprendre le sport chez elle. En fait ce qu'on a fait c'est que je lui ai dit bah, qu'est-ce que vous faites chez vous? Elle m'a dit bah je fais des petits entraînements avec des squats, des fentes, je prends des poids, je fais des petites choses. Et donc et elle comptait reprendre. Bah, je lui ai dit bah, si vous voulez on peut tester ensemble, voir comment ça se passe. Et, euh, et voilà. Et donc ça s'est très bien passé. Et finalement je lui ai dit bon bah on peut programmer une troisième séance dans 2 semaines. Et voilà, 48 heures avant, si vous vraiment vous avez aucun souci, tout ça, bah, vous m'envoyez un message et on l'annule. Et du coup, bah, elle l'a annulé cette séance-là. Donc en fait, je l'ai vue 2 fois et dès la première séance, elle n'avait plus mal. Pourquoi je vous parle de ce cas-là? Là, le but, c'est pas de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai traité une personne en une séance. Ça, c'est pas important, on s'en fiche. Tout le monde a traité des personnes en une seule séance et tout le monde aussi a eu plein d'échecs. Voilà. Peut-être même plus d'échecs que de patients soignés en une séance. Et ça, c'est pas comme je vous dis, c'est pas la chose importante. C'est qu'en fait, on a un patient qui vient avec des douleurs de dos et on peut être, si vous êtes par exemple, si on est jeune diplômé ou qu'on est encore en études de kiné, on peut vouloir, peut se dire en fait voilà, bon la personne elle a mal au dos, il faut renforcer telle chose ou travailler la mobilité à tel endroit, voilà, faire quelque chose de physique, entre guillemets, on va dire. Alors que parfois, juste faire un bon bilan, écouter la personne, la patiente dans ce cas-là, et la rassurer, et ben en fait ça peut suffire. Voilà. Faut pas toujours se dire que parce qu'on est kiné, l'intervention qu'on va faire, elle va forcément passer par le renforcement de quelque chose ou un exercice en particulier, notamment un exercice spécifique qui serait le seul exercice qui peut traiter le patient, hein, parce que souvent il n'y a pas un exercice qui marche, hein, et puis alors, ça peut être frustrant pour certains qui veulent l'exercice qui fonctionne, mais il faut voir ça à l'inverse, ça permet de proposer aux patients tout un tas de mouvements différents, d'exercices différents, d'activités physiques ou de sports même différents pour traiter les patients. Voilà, donc c'est juste se dire, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une intervention avec un exercice, une technique de thérapie manuelle particulière, parce que du coup on a fait zéro thérapie manuelle. Les exercices, je les compte pas vraiment dans le traitement de la première séance, parce qu'en fait on n'a même pas fait d'exercice. On a juste fait vraiment du bilan. Voilà, donc il n'y a pas besoin de ça. Et parfois juste rassurer une personne, ça peut suffire pour une prise en charge. Voilà. Avec une personne qui vient, qui a mal, qui a peur sur certaines choses, qui a de l'appréhension, qui a des doutes, on discute, on fait un bilan. Voilà. Après, effectivement, peut-être que faire un bilan c'est pas juste faire un bilan et dire il y a rien, c'est faire comprendre à la patiente, ah vous voyez là, bah, c'est très bien, là, si vous, je sais pas, ce que vous testez, vous dites ah bah vous avez de la force là, voilà. Enfin, surtout si la personne elle pense elle a pas de force, si vous testez sa force, bah aussi en fait vous en avez de la force et tout ça. Enfin, tout un tas de techniques comme ça de communication qu'on peut mettre en place pour rassurer la personne. Juste, je reviens sur une petite chose, on rassure les personnes une fois qu'on sait qu'on peut les rassurer, d'accord? On rassure pas pendant l'anamnèse quand en fait on n'a rien évalué du tout, parce que si dans la majorité des cas effectivement vous pourrez rassurer et le patient, le bilan, il y aura rien de grave, mais par contre s'il y a un cas où vous rassurez la personne pendant une demi-heure et qu'après vous faites votre bilan et que vous vous dites c'est chaud, là la situation peut être un petit peu plus délicate, on va dire. Maintenant, on va avoir un deuxième cas. Un deuxième cas où la prise en charge elle peut durer une séance, c'est les patientes ou le patient, là j'ai pris l'exemple d'une patiente qu'on va référer. Voilà. Donc ça arrive à tout le monde pour plein de pathologies différentes. J'en ai pris une plus ou moins au pif, hein, c'est ça qui m'est revenu. Donc c'était une patiente de 70 ans qui vient consulter pour des douleurs au dos après une chute. En fait, c'est une patiente que je connaissais déjà, donc elle était déjà venue une fois pour des douleurs au dos. En général, en fait, une fois par an, elle venait, limite, on va dire, au moment du plutôt printemps ou début de l'été, quand elle faisait beaucoup de jardinage. En fait, c'est là elle avait plus mal. Et on faisait quelques séances, 4 à 5, et ça allait mieux. Voilà, c'était juste, en général, c'était pour confirmer qu'elle pouvait bien continuer et qu'il n'y avait pas de soucis. Être relativement rassurée parce que c'était pas quelqu'un de très inquiet en temps normal. Mais en fait, voilà, donc, et en fait, cette personne-là vient, donc je crois que ce moment-là, ça doit être la troisième fois que je la vois. Et donc, j'ai mal au dos, et en fait, au début, donc je me dis, c'est comme d'habitude. Et en fait, en parlant avec elle, à un moment donné, elle me dit, par exemple, qu'elle a fait une chute.
Mais elle me dit ça normal, j'ai fait une chute. Mais en fait, quand on lui pose la question, c'était comment cette chute? En fait, elle était un, sur un escabeau, alors pas à 1,50 m du sol, mais en fait, elle était quand même assez haute, et elle est tombée en arrière sur les fesses. Voilà, donc en fait, si on l'écoute, elle avait juste trébuché, et c'était une petite chute, mais en fait, elle a fait quand même une chute assez importante. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on avait, bah, en fait là, un traumatisme, on pense quoi? Suspicion de fracture vertébrale. Pourquoi? Bah, c'est une femme, 70 ans. Et en plus, à la question est-ce que vous avez de l'ostéoporose? Ah oui, bah c'est vrai que j'ai fait une ostéodensitométrie il y a pas longtemps, effectivement, j'ai un petit peu d'ostéoporose. Voilà, donc là, bon, on est dans le cas où effectivement le niveau de suspicion pour une fracture vertébrale, il est quand même assez haut. Elle, quand je lui ai dit qu'il faudra peut-être voir le médecin pour faire une radio, mais non, non, ça va passer, ça va passer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'on a des tests hein, qu'on peut utiliser, qui sont documentés pour augmenter, élever le niveau de suspicion de fracture vertébrale. Donc s'ils sont négatifs, ça permet pas d'exclure, mais s'ils sont positifs, ça permet de se dire il y a peut-être un souci. Donc du coup, j'ai fait ces deux tests-là parce qu'en fait là, si je m'étais arrêté ici, j'avais l'impression qu'elle irait pas voir son médecin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des tests pour orienter un petit peu plus les choses, pour vraiment l'inciter à aller passer la radio. Bah, faut savoir les tests dans votre bilan, que ce soit les tests, bah, on va prendre là, c'est notamment des tests orthopédiques, vous pouvez les utiliser pour voir si ils ont bien la personne a bien la pathologie que vous pensez qu'elle a, s'ils sont bons pour ça les tests. Après, vous pouvez faire des tests pour montrer que vous testez, que vous prenez en charge la personne, même si vous savez que ça va pas changer si vous êtes une personne très stressée, ou qui s'attend à être testée, ou des choses comme ça, bah, peut-être que vous pouvez faire plein de tests, même si vous, ça change pas votre prise en charge, au moins ça va peut-être permettre de rassurer la personne, ou de répondre à certaines de ses attentes. Et parfois, comme là, orienter un petit peu les choses pour lui dire vraiment passer une radio, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être une fracture au niveau des vertèbres. Donc, en gros, voilà, du fait que bah, vous avez fait quand même une belle chute, il y a un peu d'ostéoporose, ça serait bien quand même de passer une radio pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. En plus, ces tests-là, bon, ils vous font un peu mal. Bon, vous savez quoi, je vous fais un courrier pour aller voir le médecin. Vous mettez dans le courrier tout ce que vous avez repéré au bilan. Pourquoi pas une proposition d'une radio pour voir. Et effectivement, bon, alors du coup, chez cette patiente-là, donc on a fait quoi la première séance? Bilan plus courrier. Et le bilan était relativement rapide hein, pour le coup. En général, je prends 1 heure avec les patients, mais là, il n'y avait pas besoin d'1 heure de bilan à faire, hein. Bon, donc ça c'était le côté nickel, donc c'est elle a pris son bilan, elle devait aller voir son médecin, donc elle allait voir son médecin, elle a montré le courrier, le médecin a dit ok on fait une radio, ah là, et du coup j'ai eu son appel après, elle a bien passé sa radio, il y avait une fracture, et après il n'y a plus eu de séance de kiné parce que le médecin voulait absolument pas qu'elle en fasse. Je sais pas si c'était vraiment la bonne décision à prendre de plus faire de séances de kiné, surtout que euh, les fractures vertébrales, bon ça peut en fonction de comment elle est, il n'y a pas forcément des risques énormes ou incroyables. Surtout si on est sur des fractures ostéoporotiques, c'est pas celles qui bougent le plus, elles sont relativement stables, c'est pas celles qui vont en général le plus toucher par exemple les nerfs ou les choses comme ça. La douleur, alors je sais plus ce qu'elle m'a dit au téléphone parce que je sais plus si elle fait plus le temps qu'il faut que ça consolide parce que ça peut être plus ou moins long à consolider aussi ou s'il fallait attendre qu'il n'y ait plus de douleur. Et en fait le problème c'est que donc je me rappelle plus c'était quoi pour quelle raison le médecin voulait pas qu'elle poursuive les séances de kiné. Sachant que la douleur, elle peut rester très longtemps en fait, hein. On a des études hein, qui montrent que la douleur, elle reste à un certain niveau pendant assez longtemps. D'accord? Voilà, ça diminue rarement et rapidement. Elle est très forte au début en général. Oh, je vous fais un dessin schématique, mais elle est très forte au début pendant quelques temps. Après, elle peut diminuer, mais elle reste quand même présente. Voilà, elle ne repart pas à zéro, du moins pas rapidement. Donc là, c'est l'instant promotion de ma vidéo, donc le deuxième d'ailleurs, parce que j'ai fait ma promotion pour l'abonnement premium. Donc en fait, ça, c'est ma formation sur les lombalgies drapeau rouge, pour être capable d'identifier identifier toutes les pathologies, non, pour ajuster, on va dire, son niveau de vigilance aux patients qu'on a en face de soi. Et donc, on voit dans cette formation toutes ces choses-là. Bien évidemment, on voit les fractures
vertébrale, ok. Alors ici, je vous ai mis fracture vertébrale. Bon, ici, on aurait pu mettre tout et n'importe quoi qui nécessite de référer, hein. Ça peut être une fracture vertébrale, mais ça peut être une fracture à un autre endroit, une fracture au niveau de l'épaule, par exemple. Ça peut être une suspicion de pathologie inflammatoire. J'ai choisi fracture parce que c'était le cas, comme je vous disais, qui m'est venu, hein. Là, donc, on voit dans cette formation toutes ces atteintes-là. Voilà, donc avec le fracture, tumeur, infection, pathologie neurologique, on voit la sténose rachidienne lombaire, hein, donc le canal lombaire étroit, syndrome de la queue de cheval et les déficits neurologiques spécifiques. Et dans la partie vasculaire, les anévrismes de l'aorte abdominale, les maladies artérielles périphériques et les thromboembolies veineuses avec la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Et dans les pathologies inflammatoires, on voit la spondylarthrite axiale, bien évidemment radiographique et non radiographique. Donc non radiographique, et la radiographique, c'est ce qu'on appelait avant la spondylarthrite ankylosante. Je vous tiens au courant par rapport au fait qu'il y a une autre formation qui va sortir, donc qui sera une deuxième partie, qui est indépendante, hein, parce qu'en fait celle-là ce sera sur les cervicalgies. Donc il y aura plus de choses. Pourquoi? Parce que bah là on est obligé de faire le membre supérieur, et on est obligé de faire tout ce qui va être au niveau du cou et de la tête. Donc du coup voilà, ça sera assez long. Sachant que toutes les personnes qui se procureront la formation sur la lombalgie, je vous donnerai une réduction pour la cervicalgie si vous achetez la partie lombalgie avant la sortie sur les cervicalgies, bien entendu, pour vous remercier de votre confiance, tout simplement. Et vous avez une vidéo sur la chaîne, en fait, je veux pas que vous achetiez sans, en ayant des questions par rapport au contenu et tout ça. Donc je vous ai fait, vous avez le lien de la page de vente en description, donc dessus vous avez tout un tas de détails. Et si vous en voulez plus, vous avez une vidéo d'1 heure où je vous détaille. Alors on va un peu plus loin, on va le comment, le pourquoi de la formation, jusqu'au détail de la formation, partie par partie. Et là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de partie par partie, sur les fractures vertébrales, vu qu'on en parlait juste avant. Voilà, avec comprendre l'importance d'identifier les fractures vertébrales, savoir qu'une fracture vertébrale, ça peut avoir certains enjeux sur l'espérance de vie et la qualité de vie des patients. Connaître les drapeaux rouges importants, forcément, en faisant un gros tri parmi tous ceux qu'on connaît, qu'on a déjà entendus et qui sont pas forcément pertinents et validés d'un point de vue scientifique. Connaître les facteurs de risque en fonction de l'âge, évidemment. Quand on pense fracture, on pense plutôt aux personnes âgées, mais ça peut aussi toucher des personnes plus jeunes, et les facteurs de risque sont différents d'un groupe à l'autre. Faire un examen clinique pertinent et l'interpréter, reconnaître la présentation clinique, connaître l'évolution des douleurs pour assurer un bon suivi, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, hein, avec comment ça évolue les douleurs après une fracture vertébrale, savoir quelles imageries recommander, et savoir mesurer le risque de fracture des patients. On a des outils qui nous permettent de prédire, on va dire, le risque de fracture chez certains patients, et donc ça, on le voit dans la formation. Donc ça, c'était pour la partie promotion, et on va pouvoir enchaîner. D'ailleurs, avant d'attaquer ce cas-là, j'ai oublié de vous dire une chose dans le programme de la vidéo. Je crois que j'ai sélectionné 6 thématiques différentes, 6 cas différents où il y a besoin que d'une seule séance de prise en charge de kinésithérapie. Et à la fin, en fait, on fera une petite analyse, d'une méta-analyse justement, pour vous montrer, enfin, pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que des fois on me demande tout ça, alors je suis pas un professionnel du sujet bien évidemment, mais on va regarder une petite méta-analyse qui est en rapport avec le sujet de la vidéo bien évidemment. Donc je vous dis pas le titre précis de l'étude, ce sera pour ceux qui iront jusqu'au bout. Donc on a eu jusqu'à là on a vu 2 cas, donc une patiente qui a juste eu besoin d'être rassurée, une patiente qui a eu besoin d'être référée, et du coup on a eu qu'une seule séance dans la prise en charge. Là on va voir un autre cas, c'est une patiente donc juste qui avait besoin de conseils en fait. Patiente de plus de 70 ans qui vient pour des douleurs au niveau d'un de ses genoux. Au bilan, il y a une douleur au genou, super, incroyable. Vous voyez quand même que la kiné c'est pas facile, hein. Pas de contexte traumatique, et pas vraiment d'autres drapeaux rouges. En fait, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Sur une personne âgée, on peut s'attendre, pourquoi pas, à des problèmes, des troubles vasculaires, hein. Dès qu'on dépasse, notamment tout ce qui est AOMI, dès qu'on dépasse 50 ans, ça doit être une hypothèse en tête. Franchement, il n'y avait rien. De toute manière, ou vraiment, ou même au niveau neuro, pas grand-chose.
Et donc on discute, et en fait, elle, sa question, c'est est-ce que je peux continuer mon jardinage? Sous-entendu, en fait, est-ce que si quand je fais mon jardinage, ça me fait mal, mais c'est supportable? Est-ce que je m'abîme? Est-ce que ça va être de pire en pire et un jour je pourrais plus faire mon jardinage? Ou alors, en fait, je peux faire et ça pose pas de soucis. Vraiment, on a retourné donc avec un bilan assez long. En fait, en gros, bah, ses genoux étaient un petit peu sensibles en ce moment, en ce moment, puis et voilà, de temps en temps, il y a des douleurs. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, mais c'est des douleurs tout à fait supportables. Donc je lui dis, bah, euh, là, avec le bilan qu'on a fait, il y a aucune raison d'arrêter le jardinage. Vous pouvez continuer. C'est pas parce que elle me dit ouais c'est parce qu'en fait j'ai peur d'abîmer mes genoux pendant non donc je lui dis non bah a priori c'est pas parce que vous avez mal quand vous faites votre jardinage que vous abîmez quoi que ce soit dans votre corps. Elle me dit oh d'accord et je lui dis après on peut voir si en travaillant un petit peu justement pour solliciter un petit peu plus le genou, augmenter ses capacités en faisant certains mouvements, est-ce que ça on peut diminuer les douleurs. Elle m'a dit ah mais si vous m'avez dit que ça abîme pas mes genoux, moi ça me va. Elle me dit bon bah je j'ai pas besoin de séance de kiné, je voulais juste savoir ça. Donc bah, je reviendrai si j'ai besoin, mais pour le moment mes douleurs sont largement supportables. Je préfère faire mon jardin l'après-midi que venir au cabinet. Pas de souci, aucun problème. Bilan de la première séance, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rassuré oui, et on a fait un bilan. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Et en fait, voilà, donc pareil, ça peut être un petit peu frustrant dans certains cas de se dire bon, bah en fait, oui, mais j'ai pas fait d'exercice, j'ai pas fait de thérapie manuelle, j'ai pas fait. Non, en fait, c'était une patiente qui avait besoin juste d'un conseil. Et bah, dans votre domaine de compétences, conseiller les personnes sur leur activité, c'est tout à fait, c'est tout à fait dans votre domaine de compétences pour le coup. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et voilà, et ça arrive, faut juste laisser la porte. Peut-être une chose que j'ai pas dite, quand c'est des séances comme ça, des prises en charge qui se terminent en une seule séance, que ce soit par exemple quand on conseille ou qu'on rassure, il faut laisser quand même la porte au patient pour qu'il l'arrête, pour il se sente à l'aise de dire bon bah j'irai pas plus loin dans les séances. Pourquoi? Parce qu'en fait s'il vient avec une ordonnance, il y a marqué 10 séances, qu'il a déjà entendu parler de la kinésithérapie et que pour lui c'est forcément plusieurs séances, notamment par semaine pendant un certain temps, il va pas penser ou il osera pas dire ou il trouvera qu'il veut pas faire plus de séances. Donc il faut laisser la place au patient de dire voilà. Et c'est pour ça que même alors je pense que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette patiente là en fait qui avait vraiment rien, même dans ce cas là moi ce que je dis c'est que vous savez même si on fait même pas de séance de kiné, il y a de fortes chances que ça parte tout seul. Voilà. Donc, ouais, et quand vous dites ça, bah là, ça laisse de la place. Ah oui, vous pensez, bah oui, il y a de fortes chances que ça passe seul, hein. La kiné, c'est pas la seule. Ne rien faire, c'est aussi une alternative à la kiné, et c'est pas forcément toujours moins bien, hein. Voilà, c'est des fois juste le temps, ça peut, même peut-être parfois, ça peut être tout aussi bien d'ailleurs, hein. Le temps joue, l'évolution naturelle par rapport, enfin, de la douleur, ça peut être la régression à la moyenne, tout un tas de choses qui peuvent expliquer que les patients vont mieux et qui n'ont rien à voir avec le traitement. Déjà, quand vous faites un traitement, c'est même pas sûr forcément que c'est votre traitement qui a fait quelque chose. Donc voilà. Euh, donc voilà, donc il faut laisser la place aux patients d'arrêter les séances et de ne pas forcément aller au bout des 40 séances indiquées sur ordonnance avec 3 séances par semaine. En fait, on a un rôle de pas juste, ouais, comme je disais, de personne qui vient pour retirer la douleur du corps du patient et pour voir le patient plusieurs fois pendant un certain temps. Ouais, il y a des moments, le patient, bah, c'est pas le moment pour lui de faire de la kiné. Et c'est exactement le cas de ce patient-là. Donc là, c'est un patient où c'est pas le moment. Et donc, du coup, bah, la kiné, on la fait plus tard. C'est un patient un peu plus de 50 ans qui vient pour il avait des douleurs au coude. Au bilan, il y avait vraiment pas grand-chose, rien de particulier. Peut-être une petite mécanosensibilité au niveau du nerf radial. Donc ça, je pense que vous connaissez. Le patient qui a une tendinopathie. Ouais, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne où on parle que de ça. Je vous ai pas mis la miniature ici, c'est pas grave. Donc de toute façon, c'est un mec la miniature, c'est un mec qui se tient le coude. On a le tendon qui passe ici, mais on a aussi un nerf qui passe. Ce nerf, il peut être sensible pour plein de raisons différentes. Ça peut être différents. L'origine de ça, ça peut être à différents endroits. Voilà, donc on avait ce patient-là avec une légère mécanosensibilité au niveau du nerf radial.
Douleur modulable quand on apporte du confort au nerf et qu'on le laisse un petit peu tranquille. Donc quand on fait des mouvements qui sont confortables pour le nerf et tout ça, ça allait. Bilan de la première séance, donc bilan, et puis on met en place ces mouvements qui permettent d'être plus tranquille. Deuxième séance, 2 semaines plus tard, il me dit en fait ça va pas, j'ai plein de douleurs. Donc du coup je lui dis bon bah comment ça s'est passé? Vous avez plus plein de douleurs depuis quand? Bah depuis tel jour. Donc quand les patients me disent ça, par exemple on s'est pas vu pendant 2 semaines et qu'ils me disent ouais ça fait 3 jours j'ai super mal, je leur demande toujours comment c'était avant les 3 jours. Et parfois vous allez avoir le cas de ah bah c'était nickel, c'était nickel. Et du coup j'avais plus mal donc du coup les derniers jours là j'ai chargé comme un ouf. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien me retracer un petit peu l'histoire parce que je sais pas si ça vous arrive, mais là, moi là, ça m'est arrivé récemment au cabinet, des patientes qui vient et qui me dit ah ouais, j'ai super mal là depuis ce week-end et tout ça. Ouais, et avant le week-end c'était comment? Ah bah avant le week-end c'était nickel, mais vu que ça allait mieux, du coup, bah ce week-end j'avais un déménagement, j'ai fait des trucs. Ok, bon bah possiblement ça peut expliquer l'augmentation des douleurs. Donc en fait, il a des douleurs assez importantes, mais en fait, il avait plus trop de douleurs jusqu'à la reprise de son badminton et il avait des travaux en plus. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de travaux, il en faisait chez lui, mais il aidait pas mal de gens à faire des travaux. Et donc en fait, il avait constaté que quand il était en pause, bah, ça allait quand même un peu mieux, et à la reprise, ça allait moins bien. Et donc du coup, bah, je lui dis, pas de souci, on a trouvé des exercices qui peuvent moduler les choses, bah, on peut mettre ça en place régulièrement dans la journée, mettre ça en place même avant certaines activités ou même après certaines activités qui font mal pour voir si on peut aussi moduler autour d'une activité qui fait mal. Et puis on peut peut-être les activités qui sollicitent trop, bah, on peut moduler aussi. Par exemple, si en ce moment vous faites 2 heures de badminton, bon bah essayez 1 heure et demie, et puis on fait comme ça, on peut diminuer. Dans les travaux, faites des pauses, tout ça. Et il m'a dit, ah ben en fait là je peux pas parce que faut que je finisse les travaux. Alors je sais plus pour quelle raison, mais c'était pas chez lui, il fallait qu'il finisse les travaux, il restait 3 ou 4 semaines, je sais plus. Donc il me dit ouais pour le moment l'objectif c'est finir les travaux, en fait la saison de badminton elle finit dans la foulée, il lui restait 5 cours. Euh, du coup, là, l'objectif pour lui, c'était les travaux, finir le badminton. Donc, on a mis de côté les séances de kiné. Il a gardé les outils d'apporter du confort et tout ça. Mais pour aller plus loin en séance, bah, c'était pas possible. En fait, ça correspondait pas avec ses objectifs. Tout ce qu'on voyait sur moduler le volume, soit d'entraînement ou le volume de travaux, faire des pauses, des choses comme ça. Il a dit non, mais en fait, je vais tout finir. La douleur est supportable. Et après, quand j'aurai fini tout ce qui est toutes mes priorités actuelles, je reviendrai pour les séances. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a fini sa saison de badminton, il a fini tous ses travaux et on s'est revu après quand son coude c'était de redevenu une priorité. Parce que effectivement ça lui faisait mal, c'était dérangeant, mais il pouvait faire avec et c'était pas la priorité. Et parfois quand c'est pas la priorité, ben, on va pas faire des séances de kiné quand c'est pas la priorité. Voilà. Ça c'est une chose qu'il faut savoir aussi. Je vais juste rajouter une petite chose aussi, c'est qu'en kiné on fait des exercices souvent. Souvent on propose des exercices aux patients. Parfois, des exercices, c'est pas toujours la bonne solution, hein, d'accord? Sur un patient qui a un volume de travail énorme sur certaines parties de son corps, rajouter des exercices, si de son côté il coupe pas dans son volume ou dans son intensité ou des choses comme ça, en fait on va juste rajouter de la charge d'entraînement et c'est peut-être pas forcément le plus pertinent à ce moment-là pour ces patients-là. Voilà. Donc il faut ça, voilà, ça faut le savoir. Il faut pas ah oui mais mon patient a une tendinopathie, il faut que je rajoute de l'isométrique ou de l'excentrique ou telle chose. Ça, ouais, mais en fait s'il a un volume déjà bien trop important et qu'il a une charge d'entraînement incroyable, on va pas lui rajouter encore de l'entraînement. Dans ce cas-là, il faut lui dire bon bah nous on va mettre ça en place en séance et même chez vous. Donc du coup, coupez un petit peu en volume ici. Là sur ça, vous avez 2 séances dans la semaine où vous faites beaucoup d'intensité, bah gardez-en une à haute intensité, l'autre on y va plus doux. Et après, il faut moduler l'entraînement autour de ça. Votre patient, il a une vie en dehors du cabinet.
C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est que votre patient, il a une vie en dehors du cabinet, donc il faut prendre en compte ces paramètres de sa vie. Voilà, c'est ça, c'est pareil, il vient vous voir, il a mal au dos. Ouais, mais si en dehors du cab, il dort 4 heures par nuit et qu'il a une hygiène de vie qui est très mauvaise pour plein de raisons différentes, bah voilà, c'est des choses, il faut discuter. Vous pourrez pas jouer sur tout, mais il faut que vous en ayez, vous soyez au courant et peut-être même lui donner conscience, enfin lui faire prendre conscience qu'il y a aussi des choses à améliorer de son côté. Voilà. Ou pas forcément prendre conscience même qu'il y a des choses à améliorer, c'est prendre conscience qu'il y a des choses qui sont pas optimales et que ça peut jouer sur sa douleur. Voilà. On peut pas forcément tout améliorer, on peut pas forcément tout changer. Voilà. C'est donc voilà, c'était le petit truc en plus que je voulais vous dire. Ensuite, on a le patient qui ne sait pas pourquoi il est là. Et là, on revient toujours dans ce cas-là où oui, on est kinésithérapeute, mais les patients qui viennent au cabinet, ils n'ont pas tous besoin de kinésithérapie au moment où ils viennent. Donc là, c'était un patient, 35 ans, il vient consulter pour des douleurs au dos qui sont passées depuis plusieurs semaines. Oui, parce que du coup, il a mis beaucoup de temps à trouver un kiné. Et donc, en fait, quand je lui demande qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous amène, comment je peux vous aider, bah, il vient parce qu'on lui a dit de voir un kiné. C'est marqué sur ordonnance, voilà. Donc, il a une ordonnance. Il a aucune douleur, plus aucune douleur. Et en fait, il a aucune attente, avec aucun objectif clair qu'on peut. En fait, c'est même pas aucun objectif qu'on peut réaliser enfin, qu'on peut atteindre en kinésithérapie. C'est, en fait, il avait aucun objectif. Il m'a sorti une phrase, il m'a dit: «Je sais pas vraiment ce que je fais là». Voilà, en fait, le médecin m'a prescrit des séances de kiné. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais les faire parce qu'on me les a prescrites». Mais, en fait, je sais pas ce que je comprends pas vraiment, ce que je fais là. Et donc je lui dis: «Mais qu'est-ce que vous attendez des séances? Bah, qu'est-ce que je peux faire, pour vous? Est-ce que vous avez des questions, des choses?» Il me fait: «J'avais mal au dos. Franchement, j'ai plus mal. Je suis là parce que on m'a prescrit les séances. Pour tout vous dire, je sais pas tout à fait, pourquoi je suis là». Et ben, dans ce cas-là, donc là, j'essaye de creuser sur certaines choses qui auraient pu peut-être, autour duquel il aurait pu passer à côté. Est-ce que quand vous aviez mal au dos, est-ce que vous étiez gêné dans vos activités de la vie quotidienne, vos activités physiques, votre travail? Oui, j'étais gêné, d'accord. Et maintenant, est-ce que vous êtes encore gêné? Ah non, mais maintenant, je suis plus du tout gêné, je suis vraiment comme avant, j'ai repris la salle de sport. Ok, bah voilà, c'est un patient, y a pas besoin, on va pas le garder en séance. Ok, il va bien, on va pas, parce qu'il faut pas non plus être hyper interventionniste tout le temps. Ah oui, vous avez une prescription de kiné, bah il y a marqué 10 séances, bon bah on va faire quand même les 10 séances, comme ça on va bien renforcer votre dos. Non, mais le patient, comme il a une vie en dehors de votre cabinet, il a un travail, peut-être une famille, peut-être des activités qu'il aime bien faire et qu'il préfère faire ces activités-là à venir vous voir. Voilà, tout à fait possible. Donc voilà, c'est important. Donc le patient qui sait pas pourquoi il est là, ça arrive pas forcément tous les jours, mais voilà, moi, j'ai quelques exemples de patients dans ce cas-là. Donc ça, c'était un autre type de patient. Et alors après, je crois que c'est le dernier cas. Ouais, après c'est le dernier cas, celui-là. Et là, c'est un autre patient qui a des attentes qui sont pas en rapport avec la kinésithérapie. Et donc pareil, bah là, dans ce cas-là, c'est pas pour nous. Donc là, c'est un patient, ouais, voilà, autour de 35 ans, qui vient pour des douleurs au dos. Au bilan, on retrouve des choses, genre avec une douleur qui d'origine discale, on va dire, d'accord, avec on a voilà, enfin voilà, des mouvements qui font mal dans un sens, qui soulagent dans un autre, et quand on tire sur son nerf sciatique, ça lui fait mal, ça reproduit toute sa douleur dans toute sa jambe, ok? Donc on a des choses comme ça. Donc ça, vraiment c'est assez clair, c'est assez net. Voilà, un patient, on peut se dire effectivement la kinésithérapie, bah, il sera un bon candidat pour la kinésithérapie. On devrait avoir potentiellement des résultats pas trop dégueux. Donc on fait le bilan de la première séance et en fait le bilan c'est assez long, on parle beaucoup. Donc on fait pas de traitement, mais on a des pistes pour la prochaine fois. En fait il est en arrêt et on a même fixé des objectifs pour reprendre son travail. Dans son travail il porte des charges, tout ça, il a perdu un petit peu confiance dans son dos, donc je lui dis bah on peut essayer de trouver le moyen d'amener du confort dans votre dos, et une fois que c'est plus confort, on peut essayer de
de voir comment ça se passe pour ressoulever des charges. Pourquoi il faut attendre parce qu'en fait pour lui ressoulever des charges pour le moment c'était vraiment pas possible, hein. Donc bon, on apporte un peu de confort et dès que vous vous sentez un peu mieux, tout de suite on essaie de ressoulever un petit peu des charges pour vous préparer pour votre métier. Deuxième séance, une semaine plus tard, parce que du coup on n'avait vraiment fait aucun traitement, donc il est reparti vraiment avec pas grand chose. Donc une semaine plus tard, et en fait il me dit, ouais, alors la communication était un petit peu difficile, hein, avec cette personne-là. Euh, voilà, c'est juste le petit détail qu'il faut savoir. Il me dit qu'il doit perdre du poids, en fait, à un moment donné on discute, comment ça va depuis la dernière fois, tac tac tac, il me dit ouais j'ai toujours mal, tout ça, je pense que je dois perdre du poids. Ok, nanana, on en discute, et après je lui dis bon bah vous vous rappelez la dernière fois on s'était dit ça, ça, et puis on voit, donc on fait un mouvement. Et on avait trouvé du coup un mouvement qui soulageait, donc on le fait. La douleur est soulagée. Je fais qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit ouais et tout. Ouais, ça me soulage un petit peu. Et donc je dis bah continue un peu, on va voir si jusqu'où on peut aller en termes de soulagement de la douleur. Puis je vois en fait, il fait mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Donc à un moment je lui dis tout va bien. Et il me dit non mais en fait je sens que j'ai pas besoin d'exercice et que je dois perdre du poids. Et du coup, on discute, et en fait, pour lui, vu que la douleur est arrivée en même temps qu'une prise de poids, alors, de ce que j'ai compris, la douleur était présente, il a arrêté le travail, et c'est là qu'il a surtout commencé à prendre du poids. Donc après, moi, de ce que j'ai compris, la douleur était là avant la prise de poids. De moi, ce que j'ai compris, la discussion était pas, comme je dis, c'était pas super simple. Pour lui, c'était l'inverse. Mais pour lui, en fait, la cause de sa douleur, c'était sa prise de poids. Donc s'il l'a vécu comme ça, je ne veux pas remettre en question son ressenti, comment il l'a vécu et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, après on a parlé, et il m'a dit non, mais en fait, je reviendrai faire des séances de kiné quand j'aurai perdu du poids, et je suis sûr que quand j'aurai perdu du poids, ça ira mieux. Voilà. Donc là, en fait, c'est pareil, on a un patient qui n'attend rien des séances de kiné. Voilà, je lui dis, bah moi, ce que je peux vous proposer, c'est bouger un peu et vous redonner confiance dans votre dos. Fait, ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de ça, vraiment. Moi, c'est le poids. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, on a mis un terme aux séances. Voilà. Donc en fait, là, on a plein de cas différents où en fait, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin chez enfin, peut-être tout le monde. Tous les patients ne sont pas des candidats à suivre des séances de kinésithérapie. Entre ceux où c'est pas le moment, ceux qui doivent être référés, ceux qui n'ont pas des attentes en rapport avec la kinésithérapie, ceux voilà. Après mince, je vais dans le mauvais sens. La première, elle, non, voilà, ici. Cette patiente-là était une candidate pour la kinésithérapie, mais voilà, en une séance, ça a été réglé. Donc ça, c'était pour illustrer que parfois le traitement en une séance, ça peut suffire. Mais après, il y a plein d'autres patients qui ne sont pas forcément des candidats. Voilà, le patient qu'on va référer, le patient qui veut juste un conseil, donc c'est un candidat à la kinésithérapie, mais pas candidat forcément à répéter des séances de kinésithérapie avec un certain type de prise en charge et tout ça. Ça peut être juste du conseil. Voilà, on peut être là juste pour conseiller. Le patient où c'est pas le moment. Voilà. Le patient qui sait pas pourquoi il est là. Le patient qui n'attend rien des séances de kiné. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on va croiser. Et en fait, si on parle pas avec les patients ou qu'on se met en pilote automatique en se disant mon patient il vient avec une prescription de kiné donc il faut lui faire des séances de kiné, mais en fait on va faire des séances de kiné à des personnes qui ne sont pas candidats aux séances de kiné. Voilà, c'est ça qui voilà. Donc c'est ça un petit peu le point de la vidéo. Donc vu qu'il y a des cas cliniques, je vais mettre cette vidéo dans les physiopractices. Donc dans les physiopractices, là vous avez à l'heure actuelle 10 vidéos, avec celle-là ça en fera une 11e, c'est des cas cliniques. Voilà. Alors en général, c'est pas les vidéos qui ont le plus de succès, mais il y a un petit peu de tout. Je pense peut-être ça pour les étudiants ou jeunes diplômés pour avoir des idées de cas cliniques, de prise en charge. Alors après c'est mon expérience personnelle aussi, donc voilà c'est ma façon, ma manière de travailler avec mes patients, voilà, mes biais, enfin, c'est moi, c'est ma façon de traiter, c'est pas forcément la meilleure, mais ça vous permet de voir certaines choses, voilà. On a ici, voilà, là, je vous explique qu'il n'y a pas besoin de faire, il y a pas besoin d'avoir 50 000 compétences pour être un bon kiné. Là, je vous partage des échecs. Là, on parle communication. Ici, on parle dans ces deux-là, on parle surtout alors ça là, c'est beaucoup de croyances, mais là, je crois qu'on en parle un petit peu aussi. Ou en tout cas, on parle de fausse tendinite, ça c'est sûr. Ouais, c'est peut-être plus ici les croyances en fait. Un cas clinique complexe, là on parle de triage.
Là, on parle beaucoup de diagnostic différentiel par rapport à des douleurs aux membres inférieurs. Là, c'est des cas cliniques sur des patients sportifs, hein, voilà. Et là, c'est sur pourquoi des fois les professionnels ont fait pire que rien. Voilà. Donc vous avez tout un tas de choses. À chaque fois, il y a mon expérience personnelle et j'alimente à chaque fois d'études scientifiques. Et parfois même, on fait en fin de vidéo de l'analyse de commentaires que je reçois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, on explore un petit peu les sophismes et la rhétorique fallacieuse de certains commentaires sur YouTube, sur Instagram, ou peu importe. Et donc là, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. On va regarder ensemble en fait cette revue systématique avec méta-analyse qui compare en gros les effets d'une séance de kinésithérapie versus plusieurs séances. Donc on va l'analyser ensemble, au lieu de la traduire comme je fais d'habitude, on va plutôt essayer d'être dans l'analyse, voilà. Mais une analyse très humble, d'accord, c'est pas mon travail les études scientifiques, j'en lis pour être au courant de ce qui se passe. Mais voilà, comme ça vous permettra de choper peut-être quelques informations sur comment on lit une méta-analyse. Donc déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est de savoir que dans la méta-analyse, quelle est la population étudiée. C'est quand même assez intéressant de savoir ça. Donc, dans cette étude, c'est des adultes avec des troubles musculo-squelettiques. Ok, avec inclus dedans les douleurs cervicales aiguës et chroniques, gonarthrose, donc douleurs de genoux en rapport avec de l'arthrose notamment, les douleurs d'épaule et les fractures vertébrales ostéoporotiques. En termes d'intervention, en fait, on regarde l'efficacité d'une seule séance de kinésithérapie et on compare cette seule séance à des séances multiples de kinésithérapie. Dans les séances seules, ça peut être de l'éducation, du conseil, parfois des exercices à domicile qui vont être prescrits, et on compare aux séances multiples où on a de la thérapie manuelle, des exercices supervisés et tout ça. Et on regarde ensuite les outcomes, les critères de jugement, donc on regarde la douleur, la fonction et la qualité de vie. Donc c'est sur ces trois choses-là ces trois choses-là qu'on va regarder. Et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'une seule séance de kinésithérapie est-elle aussi efficace que plusieurs séances pour réduire la douleur, améliorer la fonction pardon, et la qualité de vie dans les TMS? Comme ça, en fait, on a le contexte global de l'étude. Ok, mais ça, vous connaissez ces critères-là, Pico, normalement, vous connaissez population, intervention, comparateur, outcome. Bon, ça donne déjà, si vous, quand vous lisez, vous arrivez à retrouver ça, bon, bah, vous avez au moins un contexte de ce que vous êtes en train de lire. Voilà. Après, il faut regarder les études incluses. Donc là, c'est simple, il n'y a que 6 études, d'accord? Donc les 6 études qui sont là, et là vous pouvez voir quel type de pathologie était présente dans l'étude. Donc là c'est les fractures vertébrales ostéoporotiques, là c'est l'arthrose de genou, douleur d'épaule liée à la coiffe des rotateurs, douleur cervicale aiguë et douleur cervicale chronique. Ensuite, il y a donc là il y a donc ces 6 études, là c'est des RCT, parfois c'est pas forcément toujours des RCT qui sont inclus dans les études, hein. Donc là c'est contrôlé, randomisé. Ensuite, on a, alors là je les ai mis là, mais en fait bon je les ai mis là, mais c'est pas grave. On a donc après il y a l'Europe 2 de la Cochrane. Donc en gros, ce qu'il faut savoir c'est quelles sont la qualité des études. Donc ça, là l'Europe 2 en gros c'est pour la validité interne, ou en gros, est-ce qu'on peut faire confiance aux résultats par rapport au risque de biais et tout ça. Donc la plupart des études, elles avaient des... Voilà, normalement, il y a faible risque de biais, haut risque de biais, et au milieu, il y a ce qu'on appelle, voilà, c'est some concerns. Bon, bah, la plupart des études avaient était noté ce qu'on appelle some concerns, qu'on peut traduire par quelques préoccupations. Voilà, c'est pas le top niveau, mais c'est pas la cata. Et ensuite, on a l'échelle Pedro, donc qui va de 4 à 8 en fonction des études. Et en gros, là, ça évalue la qualité méthodologique de l'étude. C'est ce que l'étude, en gros, elle est bien faite. Voilà. Est-ce qu'elle est bien faite et est-ce qu'on peut faire confiance aux résultats? Voilà, avec ces deux outils-là. Donc, l'Europe 2, voilà, en fait vous avez 5 items, et là en fait on retrouve le plus souvent quelques inquiétudes, c'est notamment sur la mesure des outcomes, hein. Donc c'est le critère numéro 4 ici, voilà, et donc on voit que il n'y a pas du vert partout. Bon après il n'y a pas de rouge non plus, d'accord, mais il n'y a pas du vert partout.
Ici, on a donc Pedro, et en fait, vous avez les notes, voilà, donc ça va de 4 à 8 sur 10, d'accord? Donc là, l'étude, elle repose sur la méta-analyse, elle repose sur des études méthodologiquement, on va dire, acceptables, mais c'est pas parfait, d'accord? Donc c'est toujours pareil. Avec, en fonction de la qualité des études incluses, voilà, on voit ce qu'on peut tirer comme résultat. Le risque de biais, il n'est pas majeur, mais suffisamment présent pour justifier une interprétation prudente des résultats. Voilà. Le niveau de preuve est faible, non pas à cause d'erreurs importantes, mais à cause donc, de certaines imprécisions. On a des intervalles de confiance larges. Dans certains critères, voilà, on a des évaluations autodéclarées, certaines limitations dans la mise en aveugle. Voilà. Ça invalide pas les résultats, mais ça peut limiter d'une part la généralisation et la solidité scientifique. Donc on pourra se dire à la fin de l'étude, d'autres données, d'autres études supplémentaires bien menées sont nécessaires pour, voilà, pour faire des affirmations plus importantes, voilà, sur ce sujet-là. Donc voilà, donc pareil, là, vous avez les 6 études, et puis quand c'est du vert, c'est nickel, et puis quand il y a beaucoup de rouge, bon bah c'est moins bien. Analyse de sensibilité, alors là, du coup, dans cette étude-là, il n'y en a pas eu. Une analyse de sensibilité, qu'est-ce que c'est? En fait, on regarde si les résultats globaux, ils changent. Notamment s'ils changent de manière significative, enfin, s'ils changent beaucoup, quand on exclut certaines études. Donc en général, ils peuvent exclure une étude de faible qualité, une qui a un haut risque de biais. Ils peuvent, et si on a des bonnes raisons de penser que, par exemple, je sais pas, moi, ils ont inclus les fractures vertébrales ostéoporotiques. Si on a de bonnes raisons de penser que ça fonctionnerait différemment que pour les autres, bah, on peut les exclure. Voilà. Si on a une bonne raison de retirer certaines études parce qu'on pense que ça fonctionne différemment pour celles-là, bah on peut les retirer et on fait ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. Et l'objectif, c'est de vérifier si les conclusions, en fait, elles sont stables ou si elles dépendent trop de quelques études précises. Voilà. Est-ce que quand on retire une étude en particulier, bah, les résultats, ils changent complètement. Voilà. Donc, exemple qu'on pourrait faire ici, si on retire les études Pedro inférieures à 5, par exemple. Est-ce que si on retire cette étude-là, ça change les résultats? On peut retirer une étude avec des hauts risques dans Rob, par exemple. On peut retirer les études avec des interventions différentes, retirer certaines pathos, ce que je vous dis là, en fonction de comment un outcome a été mesuré. Si par exemple dans certaines, on regarde, je sais pas moi, la qualité de vie et qu'il y a certaines évaluations qui sont plus précises que d'autres, ou certains questionnaires qui sont mieux que d'autres, ou plus validés que d'autres, est-ce que si on retire ceux qui sont pas validés, est-ce que... Voilà, et on regarde en fait si on a des petits changements comme ça. Finalement, là, je vous en parle, mais dans celle-là, voilà, ils nous disent que il y en a pas. Voilà, ils ont tous le même score Rob, donc en fait, ils se sont dit, bon, bah, vu que tout a le même score, on n'a pas besoin de faire d'analyse de sensibilité. Ensuite, on peut avoir des analyses de sous-groupes, mais pareil, dans cette étude, il n'y en a pas eu. Donc en fait, là, on divise des données selon certains critères. En fait, on regarde si, voilà, en fonction du type de la pathologie, peut-être en fonction de l'âge, la durée des symptômes, tout un tas de choses, on regarde si certains sous-groupes de patients répondent mieux ou moins bien. Est-ce que certains, par exemple, peut-être je dis n'importe quoi, est-ce que les patients plus jeunes répondent mieux à une séance et les patients plus âgés à plusieurs séances? Voilà, on peut regarder des petites choses comme ça. Donc dans cette étude, il n'y en a pas eu, mais on pourrait regarder, par exemple, il y a des douleurs aiguës et chroniques, on pourrait, voilà, est-ce que les douleurs aiguës, c'est mieux une séance et les douleurs chroniques, c'est mieux plusieurs séances? Douleurs cervicales et arthrose de genou, peut-être que ça marche différemment. Voilà, type de séance. Bon, on peut faire tout un tas de choses. En général, on regarde ça quand on a l'hétérogénéité qui est élevée. Donc il faut regarder, hop, ici vous avez les i carrés, et c'est ça qu'on va regarder pour voir si on a une hétérogénéité qui est, enfin à quel point elle est présente. Ok. Je reviendrai sur le i carré juste après. S'il faut pas en fait, il faut pas i carré, c'est pas une mesure de l'hétérogénéité absolue en fait. C'est à quel point l'hétérogénéité influe sur les résultats plutôt. Voilà, donc c'est pas une valeur, c'est pas une mesure directe et absolue de l'hétérogénéité dans les études. Lorsqu'il existe des raisons cliniques ou théoriques de penser que l'effet de l'intervention peut différer entre certains groupes, donc comme on a dit avant, douleur aiguë, douleur chronique,
lorsqu'une stratégie d'analyse prédéfinie l'a prévue dans le protocole. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Bon, il n'y a pas d'analyse de sensibilité, mais donc je vous en parle quand même. Il n'y a pas d'analyse de sous-groupe, mais je vous en parle quand même. Et là, du coup, après, vous avez les forest plots. Donc, du coup, alors, et c'est là où justement, en fait, vous avez taux carré, le qui carré et le i carré ici. Et donc, le taux carré, là, c'est l'effet. En gros, c'est la mesure réelle de l'hétérogénéité. Le qui carré, c'est pour savoir est-ce que cette hétérogénéité, elle est statistiquement significative ou pas. Et dans le i carré, c'est dans quelle mesure cette hétérogénéité infecte les résultats. Voilà. C'est ça les petites choses qu'il faut savoir. Voilà. En fait, en gros, quand vous avez un i carré qui est très élevé, bah en fait, c'est un peu difficile de conclure. En fait, voilà, par exemple, là, je vous ai mis ce qu'on dit en général, voilà, mais à partir de une hétérogénéité au-dessus de 50, voilà, même au-dessus de 75, ça commence à être élevé et ça commence à être difficile de tirer des conclusions. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, là si on regarde la douleur à 6 mois, en fait c'est plus ou moins le seul moment où ça montrerait une supériorité des sessions multiples par rapport à une seule session. I carré est relativement élevé, et donc là, peut-être, ça pourrait être intéressant, bon après, il faut avoir assez d'études et tout ça, mais de se dire, bon, bah, est-ce qu'on ne ferait pas une analyse de sous-groupes pour voir si il y a certains sous-groupes qui bénéficieraient plus de multiples sessions que d'une seule. Voilà. Bon, après, on pourrait faire des petites choses comme ça. Et après, si on regarde d'autres choses, par exemple ici, on voit que on est plutôt du côté en faveur des sessions multiples. Ce qu'on peut se dire ici, c'est que la direction de l'effet serait plutôt en faveur pour la douleur à 3 mois du côté des sessions multiples. Il y a peut-être un manque de puissance statistique. Voilà. C'est ce qu'on peut se dire quand voilà, on peut parler de la direction de l'effet dans ce cas-là, mais on croise quand même le zéro. Donc pour le moment, voilà, c'est pas significatif, mais on peut se poser la question. Ensuite, on peut passer ici, et donc là pour la douleur à 6 mois, de manière statistiquement significative, plusieurs séances, c'est supérieur à une seule séance. Après, la taille d'effet est petite. Voilà, on est voilà, entre le 0,2 et le 0,49, parce qu'on est à 0,29. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut se dire. Bon, après, ici, là, il n'y a pas plus de supériorité. On regarde juste ici l'i carré qui est alors du coup 69, c'est quand même assez élevé quoi. Si on revient ici, on est sur importante. Ensuite, ce qu'on peut voir en général dans les méta-analyses et qu'on n'a pas, on peut voir ce qu'on appelle un funnel plot, où en gros le but c'est de voir si on a en gros un biais de publication. Donc ça, vous pourrez le retrouver dans les méta-analyses, mais en fait, il n'y en a pas dans celle-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 6 études incluses, et que en général, on nous dit qu'il en faut au moins 10 pour que ce soit valable. Voilà, en général. Là, je vous ai mis ce qui peut mener à un biais de publication. Voilà, un funnel plot, ce qu'on appelle asymétrique. Hein. Normalement, il devrait être asymétrique s'il n'y a pas de biais de publication, il peut être symétrique. Après, bon, même s'il y a une asymétrie, ce qu'ils font, c'est qu'ils font quand même un test statistique pour voir si c'est significatif. Bon, de toute façon, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, donc en gros, voilà, en fait, c'est les choses à regarder. Voilà, quand on regarde une méta-analyse, de toute façon, je vous ai mis ça. Pourquoi? Parce que ici, c'est la seule chose où c'est significatif. Le reste, ça l'est pas. Mais bon, voilà, ici, on peut se poser la question d'un manque de puissance statistique. Voilà, on voit que tout est plutôt du côté des sessions multiples. Donc là, on a l'effet statistiquement significatif. Après, il faut regarder est-ce que l'effet statistiquement significatif devient cliniquement significatif. Voilà. Et du coup, bah, on va finir avec la discussion, les limites et la conclusion. Et en fait, si vous lisez une méta-analyse, parce que vous pouvez la lire, ok. Si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes les données, les choses, les machins, vous pouvez lire la discussion qui en fait revient un petit peu sur tout et explique certaines choses, certains graphiques et tout ça. Donc vous pouvez très bien lire la discussion.
Après, le mieux c'est de regarder vraiment ce que ça dit et de comparer avec la discussion. Et surtout, et prenez juste garde, si vous avez une méta-analyse et que les conclusions vont dans le sens de toute la littérature scientifique, bon bah vous pouvez être cool quand vous la lisez, vous dites bon bah ça va dans le sens de ce qu'on connaît, même si, enfin voilà, en termes de où est-ce qu'il faut faire attention et tout ça, il y a moins de, on peut avoir moins peur entre guillemets de ce qu'on va comprendre. Dans le cas où vous tombez sur une méta-analyse qui montre des choses complètement à l'opposé de tout le reste de la recherche, là, regardez bien les graphiques et regardez bien la discussion. Et après, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un autre, est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? En vrai, on devrait même aller regarder chacune des études incluses dans les différentes méta-analyses. Bon, après, parce que des fois, il peut y avoir des soucis de retranscription, des choses. Bon, après, à un moment donné, on n'a pas non plus le temps de faire ça. On fait confiance aux auteurs, et puis voilà, d'accord? Euh, mais, euh, mais effectivement, ou des fois même le test statistique qui va être utilisé ne sera pas bon. Des fois, il y a des petites erreurs où, par exemple, des fois, il y a des choses où ça devrait être corrigé au niveau statistique, correction de Bonferroni ou des choses comme ça, et des fois, c'est pas fait. Donc, du coup, on a des faux positifs. Voilà, c'est des petites choses où il faut faire attention, mais après, c'est pas notre taf. C'est pas voilà, on se permet de faire confiance aux auteurs, surtout si ça va dans le sens de ce qu'on connaît déjà, on peut être un petit peu plus tranquille. Si ça va complètement à l'opposé de toute la littérature scientifique, là on va prendre plus de précautions et on va regarder vraiment les choses dans le détail. Ok. Donc là on va finir avec la discussion, comme ça, en fonction de ce qu'on a vu juste avant, on va voir si les auteurs ils disent plus ou moins la même chose que ce que nous on a lu. Et puis après, on finira avec limites et conclusions pour voir comment concluent les auteurs par rapport à ça. Avant de finir, je veux juste revenir sur une chose. Quand on regarde les losanges ici, en fait, le centre du losange, la, c'est la moyenne pondérée de la taille des faits. Et en fait, chaque côté, les extrémités du losange, ça représente ce qu'on appelle l'intervalle de confiance à 95%. Qu'est-ce que c'est l'intervalle de confiance à 95%? Bah déjà, on va commencer avec ce que c'est pas. Parce qu'il y a souvent cette confusion-là où on se dit bah, que la vraie valeur moyenne, enfin, qu'en gros, la vraie valeur, elle a 95% de chance d'être dans cet intervalle. C'est pas ça. Voilà. Si vous dites ça, en fait, là, vous êtes plus dans une approche, comme dans la plupart des méta-analyses, en fait, qui est une approche fréquentiste. Là, vous êtes dans une approche bayésienne, si vous dites ça. Et donc, lycée, c'est plus un intervalle de confiance, c'est un intervalle de crédence ou un intervalle de crédibilité. Et donc, du coup, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, la plupart du temps, on est plutôt dans des études avec une approche fréquentiste. Donc, c'est un intervalle de confiance à 95%. Ouais. Donc l'intervalle de confiance à 95%, c'est une approche qui permet de représenter l'incertitude autour d'un résultat. Et donc en fait effectivement quand on fait des études, en général on n'a pas accès à toute la population. Donc on a un échantillon et à partir de cet échantillon, en fonction de ce qu'on mesure, on peut avoir une moyenne et l'intervalle de confiance va représenter l'incertitude justement autour du résultat ou de cette moyenne par exemple. Et en fait, c'est une méthode de calcul qui permet d'exprimer l'incertitude. Et en fait, ça veut dire que si on refait le calcul 100 fois, et ben 95 avec des échantillons différents, ben ça veut dire que 95 fois, la vraie valeur moyenne qu'on connaît pas, en fait en général, parce qu'on n'a pas toute la population, elle sera comprise dans cet intervalle de confiance. Voilà. C'est la petite chose à noter avant de passer à la suite. C'est vrai qu'en général, quand je mets des méta-analyses, en général, je mets le résultat, ou alors même si je la mets en entier, je fais pas la lecture complète, tout ça. Peut-être c'est un peu relou, mais au moins ça peut donner des pistes pour certaines personnes qui se posent des questions. Donc maintenant on va passer à la discussion, et on va voir si la discussion elle correspond un petit peu à ce qu'on a lu tout à l'heure, quoi, d'accord? Donc on a vu au début que l'objectif de cette revue systématique, c'était de comparer l'efficacité d'une seule séance de kinésithérapie à plusieurs séances de kinésithérapie, et sur différents résultats, donc la douleur, la fonction et la qualité de vie, enfin notamment l'amélioration de la fonction et la qualité de vie. Et donc les résultats des méta-analyses dont la certitude est faible, ici voilà parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas non plus la plus robuste possible qui soit, eh ben, confirme l'hypothèse initiale des auteurs, c'est-à-dire qu'aucune différence significative n'a été retrouvée entre les deux modalités sur la douleur, la fonction ou la qualité de vie. Une seule méta-analyse, également à faible certitude, a mis en évidence une amélioration significative de la douleur à 6 mois en faveur des interventions à séances multiples. Donc il y avait 3 études, 1300, 1035 participants,
La différence moyenne standardisée, elle est de 0,29. Intervalle de confiance à 95% de 0,05 à 0,53. Et la p-value est de 0,02, donc elle est significative parce qu'en général, bon ça vous le savez, hein, la p-value, on fixe un seuil à 0,05, le seuil de significativité il est à 0,05. Mais la taille de l'effet restait faible et probablement non pertinente cliniquement. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a un effet qu'il est statistiquement significatif que ça va être tout de suite cliniquement pertinent. Voilà. Éducation du patient et autogestion. Donc l'éducation du patient et les stratégies d'autogestion sont reconnues comme des interventions de première intention dans les TMS. Donc ça en général on le sait, car elles ont démontré une efficacité comparable aux approches plus intensives tout en réduisant le recours aux ressources de santé. Une telle éducation peut être réalisée en une seule séance de 30 à 60 minutes, éventuellement complétée par des supports consultables ultérieurement par le patient. Le contenu peut inclure des informations de base sur la douleur, les options de traitement, l'exercice, l'adaptation des activités physiques et l'importance du mode de vie. Donc là, effectivement, c'est plutôt très bien hein, le rappel qu'ils font. Ce socle éducatif peut aider à limiter le recours excessif à l'imagerie, aux médicaments ou aux techniques passives invasives. Très bien. La mise en place d'un parcours de soins basé sur une séance unique permettra d'élargir l'accès à des soins de qualité sans compromettre les résultats cliniques. Cela répondrait à certains objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment en matière d'accès universel aux soins et de réduction des inégalités. C'est vrai qu'effectivement, si on fait une séance de 30 à 60 minutes, donc même 60 minutes c'est plutôt une séance longue en kinésithérapie, en général on est plutôt sur du 30 minutes, mais qu'on aborde justement les notions sur l'éducation à la douleur, les différentes options de traitement, on rassure la personne, on lui dit, on lui propose des exercices, toujours on en propose plusieurs, hein, pas qu'un seul, adaptation des activités pendant un temps, voilà, et l'importance du mode de vie à côté, qu'il faut dormir, que voilà, tout ça, et ben c'est plutôt pas mal, effectivement, et ce sera, je pense, toujours mieux que faire 10 séances de dry needling. Voilà. Après, ça, c'est un avis personnel. Individualisation, renfort et acceptabilité. Une séance unique peut être adaptée au contexte, en présentiel, à distance ou en groupe. L'ajout éventuel d'une séance de renfort pour soutenir l'autogestion pourrait sembler pertinent, mais une revue systématique récente n'a trouvé aucune preuve de bénéfice pour ce type de suivi dans les TMS. Ça, c'est intéressant aussi de le noter. Les auteurs suggèrent d'impliquer des patients partenaires dans la co-construction des contenus éducatifs afin de favoriser leur acceptabilité, leur compréhension et leur mise en œuvre, notamment en tenant compte de la littératie en santé et des préférences de communication des différents publics. Limite et individualisation du soin. Donc cette revue soutient globalement l'intérêt des interventions en séance unique pour un large éventail de TMS. On aurait aimé quand même un peu plus d'études. Voilà. Cependant, des travaux antérieurs montrent que certains patients à haut risque de chronicisation, notamment pour des raisons psychosociales, pourraient bénéficier d'une prise en charge plus intensive et supervisée. Le modèle de stratification des soins avec le START-MSK, bien qu'intéressant, n'a pas encore démontré de bénéfices sur les résultats cliniques ni sur la rentabilité économique. C'est vrai que c'est un questionnaire qui peut être utilisé parfois, notamment dans la stratification du risque de chronicisation. Voilà, donc là, on vous dit que c'est intéressant, mais bon, pour le moment, il n'y a pas eu non plus d'effet incroyable, de bénéfices incroyables. Piste de recherche, coût, efficacité et attente patient. Il serait utile de comparer de manière rigoureuse le coût, efficacité de ces différentes modalités de prise en charge. À première vue, une séance unique semble plus économique, mais il reste à vérifier si ces patients consomment ensuite plus d'automédication ou de soins non prévus, s'ils sont satisfaits de leur prise en charge et quelles sont leurs attentes en termes de nombre de séances. Effectivement, voilà, c'est vrai que par exemple nous en France, avec le médecin qui met encore certains qui mettent des nombres de séances sur l'ordonnance, le patient, voilà, alors après, il y a différents cas de figure, hein. Effectivement, vous avez le patient qui se dit oh, le médecin il a mis 3 fois par semaine. Pour moi, c'est un peu beaucoup 3 fois. Est-ce qu'on peut faire une fois par semaine? Voilà, et vous avez des cas, donc je peux vous proposer un rendez-vous la semaine prochaine. Il fait, mais on se voit qu'une seule fois cette semaine? Bon, il n'y a pas besoin qu'on se voit plus souvent. Non, mais il y a marqué 3 fois par semaine. Et donc là, du coup, les attentes elles sont complètement chamboulées et tout ça. Enfin, certaines études incluses dans la revue mentionnent la nécessité d'une formation spécifique des kinésithérapeutes pour délivrer ces séances d'éducation et d'autogestion, ce qui pourrait représenter un coût additionnel. Donc après, toujours, bon, vous avez les limites, mais ça vous savez, dans une étude qui n'a pas de limites, qui ne discute pas des limites, c'est quand même un petit peu chelou.
Mais il y en a. Récemment, pour ceux qui étaient sur Instagram, j'ai fait une analyse d'études que je ferai peut-être en vidéo YouTube d'ailleurs. Et je ne l'ai pas dit sur Instagram, mais par exemple, l'étude que j'ai présentée, il n'y avait pas de limite, il me semble. Donc là, le nombre d'articles inclus était limité, évidemment, car de nombreuses interventions évaluées dans les essais, y compris celles qui se limitent à un volet éducatif, comportent souvent plus d'une séance. Donc c'est assez rare, les études où il n'y a vraiment qu'une seule séance. De plus, le niveau élevé d'hétérogénéité et de risque de biais des études incluses, ainsi que les intervalles de confiance larges des méta-analyses, réduisent la certitude des preuves fournies par ces analyses. Effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bon, plus l'intervalle de confiance y sera étroit, plus on pourra avoir confiance dans les résultats qu'on a obtenus. Enfin, bien que la recherche bibliographique ait été conçue pour inclure tous les types de troubles musculo-squelettiques, seules 6 études ont été retenues couvrant 4 types de TMS, donc arthrose du genou, fracture vertébrale, ostéoporotique, cervicalgie, douleur de l'épaule, ce qui limite la généralisation de nos résultats à l'ensemble des TMS. Ça, c'est une des choses où il faut faire attention. On a dans les études la validité interne de l'étude, est-ce que c'est une bonne étude en soi? Et après, on a la validité externe, c'est à quel point on peut utiliser cette étude dans... voilà, on va dire à quel point on peut extrapoler les données de cette étude. Donc là, en fait, on va pas pouvoir extrapoler les résultats à tout. Par exemple, une chose qu'il faut noter, c'est qu'on n'a pas forcément de choses en rapport avec la lombalgie. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment extrapoler les résultats à la lombalgie? Et donc, conclusion, les résultats des méta-analyses ont montré sur la base de données de faible certitude qu'il n'existe pas de différence significative en termes de douleur, de fonction ou de qualité de vie entre une séance unique et plusieurs séances de physiothérapie pour la prise en charge des TMS étudiés ici, à l'exception d'une différence de douleur à 6 mois en faveur des séances multiples. Les recherches futures devraient comparer le rapport coût-efficacité de ces différents modèles de prise en charge et évaluer la satisfaction des patients vis-à-vis d'une intervention ne comprenant qu'une seule séance avec un professionnel de santé. Il serait également pertinent que les chercheurs et les cliniciens développent les contenus éducatifs en collaboration avec des patients partenaires afin d'en garantir l'acceptabilité et la compréhension par les utilisateurs. Et donc du coup, là, on a fini avec cette vidéo-là. C'est vrai qu'en général, maintenant, je finis, je vous rappelle, j'ai quelques places en ce moment pour les suivis en ligne. Donc si vous avez des douleurs qui vous gênent un petit peu dans vos entraînements, notamment musculation, c'est là où, on va dire, j'ai le plus de compétences. Vous pouvez me contacter ici. Donc en fait, cette vidéo, c'est une application de la vidéo que je vous ai montrée au tout début. Voilà, sur la kiné 2.0 en gros. Et que on n'est pas juste là pour retirer la douleur des gens, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a des choses voilà, l'éducation, le conseil, référer, éduquer à la douleur, et tout ça, ça peut se faire en une seule séance. Voilà, donc c'est une petite mise en pratique, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à bientôt, sachant que la saison de vidéo va bientôt se terminer pour cette année. Là, on est au mois de juin, peut-être encore 3 vidéos cette année. En général, la dernière, c'est une FAQ. Donc, il ne reste plus que, ouais, on va dire 3 vidéos avant la pause de l'été. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine. Salut!